Bon, début de podcast très compliqué pour moi. Le micro ne marchait absolument pas, l'ordinateur ne marchait pas, y a rien qui marchait, c'était une vraie galère. Je vais essayer de me recentrer, je vais essayer de faire un truc correct au minimum pour ce deuxième épisode, donc des podcasts. Et aujourd'hui on va traiter d'un sujet un peu trendy, alors c'est un peu, on va dire, différent de ce que j'avais l'intention de faire en vrai sur ce podcast, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Parce que là, il va y avoir l'UFC 322, vous n'êtes pas sans le savoir, je suppose. Et à l'occasion de cette UFC 322, on a un Français qui va combattre sur la main card, à savoir Benoît Saint-Denis, qui va combattre contre Beneil Dariush. Et honnêtement, je pense, j'ai trouvé en tout cas, que c'était intéressant de retourner un peu sur les 4 derniers combats de Benoît Saint-Denis. Parce que là, Beneil Dariush, ça va être le premier combat qu'il va faire depuis 2 combats, si je dis pas de bêtises, dans lequel il va regarder vers l'avant, c'est-à-dire dans lequel il va affronter un adversaire qui est mieux classé que lui. Donc si je dis pas de conneries, le dernier c'était Renato Moicano, contre qui il avait perdu, enfin bref, on reviendra sur tout ça. Tout ça pour dire, cet épisode, je vais essayer de le faire de manière un peu plus construite, au niveau du montage. Je promets rien, mais je vais essayer de faire un truc épuré, mais quand même plus agréable que pour le premier épisode. Et je vais essayer de rendre le truc un peu plus professionnel, mais je vais quand même essayer de rester sur ce truc un peu, de je parle, je m'exprime, je dis des choses. Si vous aimez bien, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait toujours plaisir. Et aussi, je voulais vous dire, je compte essayer, parce que là, je peux pas promettre, de me lever le samedi, enfin dans la nuit du samedi au dimanche, pour l'UFC 322. Je dis je peux rien promettre parce qu'honnêtement, à tout moment je me lève à 4h du matin, je suis éclaté vraiment, un réveil lugubre, et je me rendors instantanément. Mais j'aimerais bien me réveiller, regarder la soirée, et essayer en fait d'enregistrer mes réactions, donc pas en vidéo, vous vous en doutez, hein, mais pour faire du contenu un peu short, parce que voilà, je galère un petit peu, je vais pas vous mentir, à faire des formats podcast en à peu près une semaine, un par semaine, parce que malgré tout ça demande un travail à la fois d'écriture, de recherche, et puis en même temps d'enregistrement et de montage. Donc je voudrais essayer de trouver des idées pour faire des vidéos un peu plus short, pour essayer de créer un peu de contenu. Si vous avez d'autres idées, ou que vous trouvez que l'idée est bonne, ou qu'elle est pas bonne, enfin bref, si vous avez quelque chose à dire, encore une fois, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Et nous on va commencer parce que c'est une introduction beaucoup trop longue. L'introduction dure 3 minutes, c'est déjà atroce. Donc, grosso modo, dernièrement, je suis tombé donc sur une annonce qui disait, Benoît Saint-Denis, qui à la base était le dernier combat de la carte préliminaire de l'UFC 322, vient d'être déplacé en premier combat de la carte principale de l'UFC 322. Et quand j'ai vu ça, moi, forcément, ça m'a intrigué, je me suis posé quelques questions, je me suis un peu renseigné, et ça m'a donné envie de me replonger dans les combats de BSD, parce qu'il faut savoir que c'est un combattant qui est assez clivant. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment pas, d'un point de vue sportif, et il y a des gens qui ne l'aiment pas non plus, d'un point de vue extérieur, mais bon, ça me regarde pas, personnellement, je ne m'étale pas sur ce sujet-là. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans un podcast qui se veut essentiellement sportif. Toujours est-il que j'ai jamais vraiment, moi, regardé les combats de BSD, ça a jamais été un combattant que j'appréciais particulièrement, sportivement parlant. J'ai quelques souvenirs de ces combats, notamment le combat contre Renato Moicano, qui pour le coup, lui, je l'ai vu en direct, et il était assez traumatisant, mais sinon, j'ai pas beaucoup regardé les combats de BSD. Mais donc ça m'a donné envie de me replonger là-dedans, d'essayer un peu de voir. Pas pour faire une rétrospective et vous dire, ok, donc les points forts de BSD c'est ça, les points forts de Beneil Dariush c'est ça, donc il va se passer ci, il va être capable de faire ça et tout. J'ai pas encore la maturité pour vous faire ce genre de vidéo, et j'ai pas envie de faire une vidéo qui n'a aucun sens, où je donne un avis frauduleux sur un combattant basé sur soit l'analyse d'autres youtubeurs, soit sur absolument rien du tout. Donc vraiment là l'objectif c'est juste un peu de parler en fait du style de BSD, de dire un peu finalement de donner un avis, d'en parler, d'en discuter,
et de repasser un peu en revue ces 4 combats, donc pas de manière forcément chronologique, mais d'essayer de prendre un peu de chaque combat pour dire, bon voilà, voilà ce que BSD est capable de proposer, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe pas, et d'essayer d'en tirer un peu un portrait, entre guillemets. Donc, pour remettre dans le contexte, malgré tout, BSD, dans ses 4 derniers combats, il a affronté dans l'ordre Dustin Poirier, Renato Moicano, Kyle Prepolec, et enfin Mauricio Ruffi. Donc, pour ce qui est des 2 premiers combats, il va les perdre. Donc il perd le premier par KO, il perd le deuxième par arrêt du médecin, il gagne le troisième par soumission et le quatrième également. Et honnêtement, ce qui est ressorti de ces combats, moi dans un premier temps, le truc qui m'a vraiment choqué avec ces combats, c'est qu'en fait BSD, bon, je le savais, hein, il a un style très explosif, c'est des combats qui sont toujours avec beaucoup d'énergie, et en fait, il n'y a pas un combat qui va plus loin que le deuxième round. Il n'y en a pas un seul. Des combats qui font du 5 rounds se terminent au deuxième. Des combats qui font 3 rounds se terminent au deuxième. En fait, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, le combat se termine au deuxième round. Et j'ai trouvé ça très rigolo parce qu'en fait, sur 4 confrontations, il n'a pas dépassé le deuxième round. Donc ça, c'est assez amusant. Et finalement, en fait, ça s'explique assez bien parce qu'il a, comme j'ai dit, un style qui est extrêmement agressif. Ça, je pense que je l'explique à personne, hein. C'est vrai que BSD, il a quand même tendance, de manière générale, à se jeter sur les adversaires, à mettre en place soit un striking qui est approximatif, on en reparlera, mais un striking qui se veut étouffant, vraiment où il est en chasse face à l'adversaire, où il fait un travail de sap et en même temps un travail de destruction. Il envoie des middle dans l'objectif un peu de vous fatiguer, que ce soit les bras, que ce soit le corps, et en même temps il a les mains lourdes et il est prêt à essayer de vous cueillir sur chaque échange. Ou alors il envoie un travail de lutte, avec une très bonne lutte offensive, où il essaie de à tout prix vous mettre sur le dos, lui de se mettre par-dessus, de vous lancer du ground and pound, et si vous bougez, d'essayer de choper une soumission. Il est extrêmement offensif au sol, il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc forcément, c'est des combats qui se terminent très vite, parce que d'un côté, ça peut lui permettre de choper très vite une finition, et d'un autre côté, ça peut honnêtement lui être fatal, parce que ça peut l'exposer lui à se prendre une finition dans le combat, quoi. Une finalisation dans le combat. Donc en l'occurrence, quand on y pense tous, contre Dustin Poirier. Hein. Contre Dustin Poirier, BSD il était largement devant dans le premier round. Il fait un premier round très réfléchi, très propre et consciencieux. Il va chercher le sol, mais de manière presque, c'est pas posé, mais on va dire, voilà, c'est méthodique. Il attrape Poirier, il le colle à la cage, il l'amène au sol. Donc après ça, c'est forcément dans ce combat-là, c'est très, c'est facilité par le fait qu'en fait Poirier va à chaque fois tenter une guillotine. Voilà, il réfléchit pas. Quand Benoît il shoot dans les jambes ou qu'il essaie d'attraper les hanches et qu'il a la tête un tout petit peu basse, Poirier il chope le coup, il tente la guillotine. Et donc en fait ça donne à BSD l'amener au sol directement parce que Poirier en fait il s'accroche à la guillotine, genre il enroule ses jambes autour de la taille de BSD, il se laisse tomber, et donc derrière, Benoît lui il arrive à trouver à chaque fois la sortie pour sa tête, et il est dans une position au sol où lui il est très à l'aise, et après il sait très bien travailler là-dessus. Mais déjà dans ce premier round, même si c'est un round qui est très réfléchi, largement en faveur de BSD, déjà à ce moment-là, on a des échanges dans la boîte où il y a genre aucun mouvement de tête. Mais donc ça c'est ce que je disais au niveau du striking, où je disais voilà, il a un striking qui est un peu approximatif. C'est qu'en fait il a d'un côté des bombes dans les mains, il est prêt à déconnecter à tout moment, mais en même temps il a genre pas de responsabilité défensive du tout. Il le sait, tout le monde le sait, hein, tout le monde le dit de toutes les manières, BSD n'a pas de responsabilité défensive. Et donc en fait il a une position qui est très étrange où il a les bras qui sont pas bas, mais il a les bras à moitié levés, prêt à envoyer des coups avec toute la puissance du corps, mais en exposant le menton, le visage, les tempes, enfin tout ce que vous pouvez vouloir. Et c'est ce qui lui est fatal, hein, parce que autant dans le premier round, voilà, c'est déjà
C'est déjà un petit peu, on va dire, c'est un round qui est, voilà, qui est méthodique, mais il y a déjà 2-3 phases de folie qui sont un peu compliquées, parce qu'on n'est pas face à n'importe qui, hein. Poirier, des guerres, il en a fait, c'est un bagarreur, on le sait, donc c'est pas Benoît qui va lui apprendre son métier, quoi. Mais alors dans le deuxième round, c'est pire que ça, parce que dans le deuxième round, Benoît, dès le début, il est ultra agressif, il se jette sur Poirier, mais genre littéralement, hein, il nous envoie un enchaînement direct, high kick, crochet, mais rien n'est appuyé, hein, c'est pas des coups qui sont donnés avec énormément de force, mais juste, il met chaque coup, et dans chaque coup, en fait, il fait un énorme pas en faisant chaque coup. Il accompagne ses coups d'un mouvement complet de son corps vers l'avant qui lui permet en fait de coller Poirier, sauf que en faisant ça, il se retrouve très proche de Poirier à la fin de l'enchaînement, et pareil, il est là, il est dans une position où on dirait qu'il regarde, il attend, il essaie de voir s'il peut trouver une ouverture pour envoyer un coup avec beaucoup de mauvaises intentions, et en fait, il se fait juste cueillir. Et derrière, en fait, c'est la punition. Il se fait cueillir par un uppercut, il se jette dans les jambes, Poirier retente la guillotine de nouveau, et là, BSD, en fait, il panique, ce qui peut se comprendre, il est déboussolé, il y a une tentative de guillotine qui est en train de passer, il essaie de se sortir de là, il s'écarte, il s'éloigne au maximum, et Poirier le récupère là-dessus, et la suite, on la connaît tous. Donc, sur ce combat-là, BSD, en fait, il fait cette bêtise d'être très agressif, mais très agressif sans réellement réfléchir. Voilà. Il a ce truc de je gagne le combat, mais ça va pas assez vite. Je gagne le combat, mais je veux ce truc en plus, je veux finir le combat vite. Et donc c'est ce qui va l'amener à, malgré les conseils de son coach Daniel Voirin à l'époque, qui lui dit mais Benoît ne fait pas la bagarre, et Benoît il fait la bagarre. Voilà. Il en a rien à foutre, il va à la bagarre et ça lui coûte le combat, ce qui est extrêmement dommage parce que c'était un combat de Benoît qui à l'époque était numéro 11 et Poirier qui était numéro 2 ou numéro 3, je sais plus. Et donc ça aurait été en fait une chance pour le titre direct quasiment pour Benoît, quoi. L'UFC adore ce genre de profil, donc ils auraient propulsé Benoît au maximum vers la ceinture. Mais bon, l'histoire en a voulu autrement. Et ça, pour le coup, c'est un truc que je trouve que Benoît a assez bien... Enfin, c'est peut-être Nicolas Haute, hein, je sais pas, mais qui a été assez bien atténué. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette envie de faire de la bagarre de Benoît. Il y a déjà plusieurs fois, même dans les combats contre Kyle Prepolek et contre Mauricio Ruffi, il y a plusieurs moments où voilà, c'est de nouveau le striking avec un peu les mains basses, la tête exposée, où Benoît il fait des grandes enjambées pour rester collé à l'adversaire et faire des combinaisons qui sont très longues, avec des coups qui sont très prononcés, où il met des crochets très larges, et à plusieurs reprises, voilà, il y a ces phases où tu as un peu peur pour lui, où tu te dis bon, à tout moment ça peut mal finir, mais c'est quand même moins présent, il y a quand même plus de réflexion, il y a quand même plus de travail de la part de Benoît, et je pense qu'en fait il a pris conscience, malgré tout, qu'il ne pouvait pas se permettre en fait de réitérer le carnage qu'il a eu contre Dustin, et notamment par exemple contre Kyle Prepolek, qui est donc un Québécois contre qui on a mis Benoît, mais voilà, en désespoir de cause, quoi. Donc on le met contre Benoît, mais Benoît est donné très 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 largement gagnant. C'est le retour de Benoît, il est sur 2 défaites, il est donné très très largement gagnant. Et en fait, Benoît doit prouver qu'il est capable de gagner le combat, et c'est un peu ce qu'il fait. Et il nous fait un combat qui est de nouveau très maîtrisé, mais cette fois qui reste très maîtrisé. Il y a, comme j'ai dit, 2-3 phases où il va un peu à la bagarre, il se prend notamment, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est dans ce combat-là où il se prend quand même un mauvais coup, de nouveau il shoot dans les jambes pour essayer de gagner du temps, mais malgré tout c'est un combat qui est largement dominé par Benoît, hein. Y a rien à dire, il nous fait une masterclass, donc tu sens qu'il a pris de la maturité, que ces défaites elles lui ont apporté de la maturité malgré tout, et même tu le vois aussi contre Mauricio Ruffi, hein. Contre Mauricio Ruffi, c'est un Benoît qui est très réfléchi, qui tente au maximum de mettre en place la stratégie qu'il a pu voir avec Nicolas Haute, qui essaye au maximum de fatiguer Mauricio Ruffi, au maximum d'aller accrocher et d'éviter de créer de la distance avec son adversaire pour justement éviter de laisser Ruffi rentrer dans sa zone de confort et devenir un peu créatif, un peu voilà, sur le mouvement, en train de mettre des frappes un peu dans tous les sens, et donc il casse ça pour vraiment essayer de détruire le jeu de Ruffi, et tu sens qu'en fait il a pris en maturité, il a un peu plus
de self-control, on va dire, pendant le combat, et c'est vraiment bien, parce que en fait, quand tu regardes, entre le premier combat qu'il fait, où il met son adversaire KO sur un enchaînement, et l'enchaînement qu'il met à... Enfin, le style d'enchaînement, en tout cas, qu'il va mettre dans le combat contre Poirier, en fait, finalement, c'est quasiment le même striking, quoi. Le mec n'a pas plus que ça progressé en striking, dans le sens où, en fait, il a beau être devenu peut-être sûrement beaucoup plus fort, beaucoup plus précis, derrière, en fait, toujours aucun mouvement de tête. Et malgré tout, ce qui est positif, c'est que tu vois que là, au fur et à mesure qu'il avance dans les combats, il commence à devenir un peu plus raisonnable, à comprendre que la lutte, c'est vraiment son arme majoritaire, et qu'en fait, la bagarre où il se jette dans le feu de l'action, c'est peut-être un peu moins ce qu'il doit mettre en avant. Malgré tout, moi je trouve quand même que Benoît a du mal à faire ces transitions dans ces différentes phases du combat. C'est-à-dire que je trouve qu'il va avoir du mal à masquer, par exemple, l'amener au sol. Il va pas tenter je mets un coup au visage et en même temps j'attrape une jambe et hop, je cale un takedown et c'est protégé et je suis en sécurité. Il a ce truc quand même de je veux faire un takedown, je vais me rapprocher de l'adversaire, je vais lui mettre la pression et d'un seul coup je vais me jeter dans ses jambes. Ou en fait, contre Rufi par exemple, ça passe la première fois, la deuxième fois, ça commence à devenir compliqué, Rufi se méfie, il devient de plus en plus distant, il baisse les bras à chaque instant où Benoît avance parce qu'il a peur de se retrouver de nouveau au sol. Et il y a un moment où en fait Benoît passe à deux doigts de se manger un genou du futur qui l'aurait mais déconnecté et qui aurait mis fin au combat en fait. Et en fait moi je trouve que ça c'est un point négatif malgré tout, même si Benoît est plus réfléchi dans sa manière de combattre, je trouve qu'il a quand même une fougue un peu instinctive de je veux faire quelque chose, je le fais, et qui peut lui coûter cher. Par exemple contre Renato Moicano, Benoît ne fait pas spécialement d'erreur en striking, en soi le combat n'a débuté que depuis à peu près 30 secondes, avant qu'il se fasse amener au sol et qu'après ce soit un carnage, mais en fait il se fait amener au sol parce que Benoît il envoie un middle juste isolé, il n'est pas accompagné d'une combinaison qui force Moicano à se protéger, donc à prendre le middle en fin de course et en même temps à essayer à devoir recomposer un petit peu. Non, il jette le middle de manière ultra isolée, ce qui fait que Moicano a les mains qui sont entre guillemets libres, et il arrive derrière à amener Benoît au sol sur un takedown qui est je trouve très beau. Et donc voilà, c'est ce truc je pense qui est un peu dangereux de Benoît, de certaines fois il va pas justement camoufler son style de jeu, il va avoir ce truc un peu brut de je veux aller au sol, j'amène l'adversaire au sol. Je veux striker, je veux mettre un middle, je mets un middle. C'est un peu moi j'avais retrouvé le même problème chez Jean Silva quand il affronte Diego Lopez et qu'il met un espèce de spinning back kick et derrière en fait Diego Lopez l'attrape au passage parce que c'est un coup qui effectivement dans une combinaison peut faire très mal, qui effectivement quand il est placé de manière ultra surprenante peut justement être très surprenant, mais qui placé comme il était placé dans le combat en fait c'était juste de manière ultra isolée dans un instant où il se passait pas forcément grand chose et où Diego Lopez était très attentif. Et donc c'était en fait donner son dos gratuitement quoi, et pour Benoît c'est à peu près pareil quoi, il jette sa jambe mais contre Moicano, mais en fait il le fait dans un moment où Moicano a toutes les armes pour arrêter le middle quoi. Donc en fait, je pense que Benoît a progressé énormément, quand on regarde les 4 combats, et de toutes les manières quand on regarde tous les combats qu'il a pu faire, je trouve que Benoît a progressé énormément, et je trouve qu'il a de plus en plus cette maturité, ce grain de folie commence de plus en plus à, entre guillemets, disparaître, et je pense que c'est positif parce que ça s'est vu dans le combat contre Kyle Prepolek, le public attend Benoît dans le sang, vraiment, il veut voir Benoît en sang, il veut voir l'adversaire en sang, le public veut le spectacle. Quand on lit Benoît Saint-Denis sur une affiche, on s'attend à voir du spectacle, parce que Benoît en a donné beaucoup, mais en fait l'arme principale de Benoît, ce n'est pas son striking. C'est pas justement cette bagarre qui doit définir Benoît Saint-Denis, parce qu'au contraire, si c'est cette bagarre qui définit Benoît Saint-Denis, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que contre un top 5, ça passera jamais, tu vois. Déjà contre un top 10, c'est compliqué, à mon avis. Contre un top 5, c'est mort. Faire de la bagarre contre certains mecs qui sont en striking, mais genre 20 000 fois mieux calés que toi, ça n'a pas de sens.
Et pour le coup, Benoît, c'est pas, ok, il strike quand il est contre un lutteur et il lutte quand il est contre un striker, c'est un lutteur, il adore la lutte, il lutte super bien, mais quand le combat il s'éternise ou quand Benoît il est, je sais pas, fatigué, j'ai limite l'impression que c'est un automatisme que lui-même peut-être ne contrôle pas bah voilà, le combat va pas assez vite ou alors, je sais pas, il a pris un coup qui l'a sonné, ou alors il a l'impression qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire, et d'un seul coup il part en striking, et en fait il part dans une bagarre qui n'a pas de finalité réelle, parce qu'il balance ses coups un peu à l'arrache, et ça me fait penser en fait à la séquence où il se fait finir contre Poirier. Moi elle me fait penser à Pereira contre Adesanya, où Pereira en fait il oublie que dans le combat, c'est pas parce que tu mets des coups à ton adversaire que lui ne peut pas t'en mettre, et il expose son visage, parce qu'il a la même posture que Benoît, avec les mains basses, et il envoie des frappes en attendant d'avoir le bon angle de tir, sauf que Adesanya derrière, il le cueille et fin du combat quoi. Donc je pense que Benoît, il faut pas l'attendre sur du striking. Moi je pense que Benoît, s'il veut capitaliser sur quelque chose, il faut qu'il capitalise sur sa lutte, parce qu'il a vraiment une lutte ultra offensive. On l'a vu contre Poirier, on l'a vu également contre Kyle Prepolek et contre Mauricio Ruffi. On l'a pas vu contre Renato Moicano. Pour le coup, contre Moicano, on a plutôt vu une lutte défensive qui a eu quelques lacunes. Benoît a eu beaucoup de mal à se défaire de Moicano, et d'ailleurs, en fait, il s'en est pas défait, puisqu'il se retrouve avec Moicano qui passe à la fois dans son dos et en montée, et du coup, il suit le ground and pound qu'on connaît tous, et Benoît finit avec une tête difforme. Mais toujours est-il que voilà, de manière générale, Benoît il doit vraiment capitaliser sur sa lutte, ça doit être vraiment son arme principale, et le striking ça doit être en fait pour moi l'enrobage qui lui permet d'aller vers la lutte. Benoît, c'est un combattant très intéressant, et ces 4 combats le prouvent totalement quoi. Moi j'en ai tiré plein de bonnes leçons pour le coup, et j'ai hâte de regarder en fait le combat de Benoît contre Beneil Dariush, hâte de voir si Benoît a encore amélioré son jeu, s'il a encore pris en maturité, et hâte de voir finalement ce que ça a pu donner. Et puis j'ai hâte de voir ce qui se passera dans la suite. Pour ce qui est du combat principal, j'en ai pas parlé parce qu'encore une fois, c'est pareil, je ne veux pas pour l'instant rentrer dans des délires d'analyse de combat. De nouveau, je pense que pour l'instant, j'ai pas la maturité, ça servirait à rien d'apporter des arguments futiles, donc j'en parle pas. Dans le futur, je compte faire des podcasts qui se baseront justement sur ce côté analyse de combat, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas ma priorité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on peut se dire au revoir là-dessus, de manière chaleureuse. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, de nouveau, si ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé, ou plutôt écouté ce podcast, et je pense que je vais m'arrêter de parler parce que j'arrive pas en fait, j'arrive pas à m'arrêter.